Bonjour et merci de nous retrouver pour ce nouveau dimanche en politique. Aujourd'hui, 3 invités sur ce plateau, 3 ex-députés PS emportés comme beaucoup par la vague en marche du président Macron. Alors 6 mois après la présidentielle, quel regard porte-t-il sur les premières réformes de ce gouvernement? Le macronisme est-il politiquement durable? Et puis, que dire du Parti socialiste? Peut-il renaître de ses cendres? Et avec qui? On va en parler avec vous trois. Merci. J'ai le plaisir d'accueillir Marie Récalde. Vous êtes actuellement adjointe à la mairie de Mérignac. Également sur ce plateau, Pascale Got. Vous êtes conseillère départementale de Gironde et présidente de Gironde Tourisme. Et enfin, Gilles Savary, vous êtes sans mandat. Vous avez, je crois, créé une entreprise de consulting. On en parlera, on en dira 2 mots tout à l'heure. Alors, le président Macron a commencé sa politique avec un certain nombre de réformes qui sont déjà mises en place. Est-ce qu'on peut dire, je pose cette question à Pascale Got, qu'on a changé d'ère politique, on est passé dans une ère de l'action, une ère au fond qui se départit des clivages droite-gauche? On est parti dans une ère effectivement où il y a un certain nombre de mesures qu'avait annoncé le président Macron et qui se déroulent. Après, moi, je dis qu'on est plutôt dans une ère du paradoxe. Je suis encore sur le constat que les Français ont fait le choix de rejeter les partis classiques, on va dire traditionnels. Et en même temps, on assiste aujourd'hui à un pouvoir qui est incarné par un mouvement participatif qui se transforme en parti où pas une tête ne bouge. Donc moi, c'est plutôt le constat premier que je fais, au-delà des mesures, puisqu'il n'y a pas grand-chose de très nouveau, si ce n'est le clivage qu'on avait déjà assisté à des mesures qui n'iraient pas vers le sens de la France moyenne. Alors on va en parler de ces premières réformes, Gilles Savary, celle du Code du travail qui permet d'assouplir un peu le Code du travail, qui donne plus de flexibilité, mais qui donne aussi des protections, on peut en parler, aux salariés. Alors vous qui êtes un social-libéral, qu'est-ce qui vous choque dans ce texte ? Ouais, je ne suis pas particulièrement choqué par ce texte qui ne fait que compléter la réforme engagée par François Hollande. On a un code du travail qui fait 3200 pages. On est seul au monde. Et effectivement, dans une société qui est une société beaucoup plus flexible et très diverse, où il y a à la fois des multinationales très puissantes et des petites PME, TPE d'une seule personne, ce costume sur mesure ne fonctionnait plus. Donc je pense qu'il y avait besoin de flexibiliser le Code du travail. Ça ne touche pas aujourd'hui ni les statuts, ni les salaires, mais je pense que il faudra quand même l'évaluer, en particulier les questions qui sont posées par les syndicats sur les accords d'entreprise et la possibilité pour ces accords d'entreprise, à travers les conditions de travail, de faire en sorte qu'il y ait des concurrences entre entreprises, méritent d'être évaluées. En tout cas, moi, ce que je constate, c'est que Emmanuel Macron est né non pas d'une transition politique, d'une rupture politique. C'est-à-dire que les Français voulaient renverser la table. Ils étaient un peu épuisés des 30 ans d'alternance politique entre la gauche et la droite. Il a non seulement mis un terme à cela, mais il a piqué le cartable de tous les dégagistes et du Front National, qui professait en réalité la même chose, renverser la table. Je préfère que ce soit Macron qui l'ait fait que Madame Le Pen. Alors on verra si cette transition est durable. Gilles Savary, un mot sur ce Code du travail. Marie Récalde, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec Gilles Savary sur cette interprétation? Oui, enfin, c'est vrai que c'est un peu la continuation de ce que nous avions dans le quinquennat précédent entamé. Mais moi, je suis très vigilante sur ce qui se passe sur ce Code du travail, et notamment, Gilles l'a dit, il l'a dit à la fin de son propos, sur les organisations syndicales, sur la représentation des salariés. Je ne suis pas certaine aujourd'hui qu'on n'aille pas beaucoup trop loin. Et notamment, il y a cette fameuse question qui n'a pas été tranchée finalement la fois d'avant sur la primauté des accords de branche par rapport aux accords d'entreprise. C'est un vrai sujet de fond. Il faudra évaluer ce texte. Bien sûr, moi, je suis aussi favorable à tout ce qui permet de libérer l'entreprise, libérer le travail. C'est aussi ça dans les entreprises. Le dialogue social, le libérer au niveau de l'entreprise, ça vous choque, ça? Qu'il soit libéré au niveau de l'entreprise, c'est fondamental. Il existe au niveau de l'entreprise, au niveau de beaucoup d'entreprises. Il faut penser aussi à toutes ces petites entreprises. On ne peut pas comparer le dialogue social dans les grands groupes, dans les TPE, les PME, et les toutes petites entreprises où là, le dialogue social est quasi inexistant, de par le statut même de ces entreprises. Et là, il faut permettre que chacun puisse avoir des garanties, des droits et être protégé.
tout en, bien sûr, libérant l'activité et en permettant à cette activité de ne pas mettre de frein. Et je crois que c'est ça l'idée aujourd'hui, c'est de poursuivre ce mouvement que nous avions engagé pour permettre aux entreprises de notre pays d'être très compétitives. Alors, Pascal Gault, les députés ont également voté cette semaine à l'Assemblée nationale la hausse de la CSG, et la fin de l'ISF. Est-ce qu'il faut, au fond, attendre et laisser un délai convenable, j'allais dire convenable, pour voir si ces deux mesures peuvent porter leurs fruits, ou est-ce qu'il faut d'emblée les condamner? Moi, je les ai condamnés d'emblée, je continue à les condamner d'emblée. Sur l'ISF, c'est dogmatique plus qu'économique? Non, c'est pas dogmatique, mais je pense qu'il y a la CSG sur les retraités. Je n'ai jamais été pour, et je trouve qu'il y a un déséquilibre aujourd'hui entre les mesures qui sont prises pour les plus aisés et ceux qui restent toujours un peu coincés et en panne dans cette tranche de Français moyens. Donc non, je ne crois pas à cet équilibrage-là, parce qu'on fait ça d'un côté, on va pouvoir temporiser de l'autre. Je crois qu'il y a encore un réel équilibre, et je ne suis pas sûre que ça soit à l'encontre de ce que ne souhaite pas de faire et répéter le président Macron. Donc oui, moi j'ai un réel désaccord à ce niveau-là. D'accord. Gilles Savary. Je crois que ça va être durable. Durable, ça. Voilà. Contrairement à la transition... Je le crois. D'accord. Gilles Savary, sur cette question d'ISF, qui est une question qui n'avait pas été tranchée par les socialistes en son temps et qui avait été souvent débattue, vous dites enfin on a dépassé le dogme. Les socialistes avaient créé une ISF avec 20 exceptions. C'est-à-dire qu'il y a deux façons de faire. Soit on dit, il y a les apparences et on crée un impôt sauvage contre les riches et on fait des exceptions, comment dirais-je, discrètes, les œuvres d'art, enfin bon. Voilà, on pourrait revenir sur l'histoire d'ailleurs de cet impôt. Soit on considère que ça n'est pas simplement du symbole, ça a un impact économique. Bon, Emmanuel Macron aujourd'hui est dans une phase où, en gros, il veut dire au monde, les gens qui veulent entreprendre, qui ont de l'argent, ils sont bienvenus en France. Voilà, c'est ça qu'il veut dire. Il y a le Brexit, et on essaie de se dépouiller la City anglaise, en grande compétition entre Dublin, Francfort et la France. Et donc, il y a un effet d'image très important. Cela étant... Mais vous contestez le fait que ça ait fait fuir des... Cela étant, je suis un peu dubitatif sur ces réformes. On verra bien comment elles vont fonctionner. En tout cas, pour le moment, ça réussit plutôt bien. L'image de la France est restaurée. Mais tout ça postule le fait que les gens qui sont très argentés sont aussi très désintéressés et remettront l'argent dans l'économie sans aucune difficulté pour qu'au plan collectif, ça aille mieux. C'est un postulat qui est un postulat ambitieux, redoutable et peut-être utopique. J'en connais qui sont insatiables de l'argent et insatiables de le placer ailleurs pour le garder pour eux. Donc tout ceci, c'est vrai pour la réforme de la fiscalité, tout ceci repose sur le postulat que les gens qui sont très argentés aujourd'hui sont habités par l'intérêt national. Je n'en suis pas sûr. Vous le contestez. Je ne le conteste pas. Je n'en suis pas sûr. Je ne suis pas sûr que ça fonctionne comme ça. Et donc, ça méritera aussi une évaluation. En tout cas, moi, la réforme de l'ISF ne me gêne pas parce que je ne suis pas envieux. Je m'interroge simplement de savoir pourquoi simplement la finance, qui est très mal régulée, et pas l'immobilier, qui est souvent le fait d'héritage avec lequel on a une charge affective très importante. Sur cette question de l'ISF, Marie Récal, il faut rappeler que c'est 5 milliards. Et on parlera d'ailleurs des 10 milliards que l'État doit rembourser aux entreprises, qui est un peu l'héritage comptable de François Hollande. Juste un mot sur l'ISF. Moi, personnellement, c'est une mesure qui me perturbe. Elle ne me perturbe pas en soi. Elle ne me choque pas d'un point de vue dogmatique, parce qu'il faut examiner toutes les propositions, c'est certain. Mais néanmoins, on revient à une période où le capital et le travail ne seront plus taxés de la même façon. Et ça, c'était un combat important. Aujourd'hui, le capital va être moins taxé que le travail. Et pour un président de la République qui a toujours dit qu'il fallait mettre la valeur travail, que c'était important que les Français puissent se retrouver dans cette valeur travail, il y a des questionnements. Et il y a des questionnements d'autant plus que ces mesures sont immédiates, et que toutes les mesures qui viennent en compensation, qui ont été annoncées, comme la réduction de la taxe d'habitation, sont, elles, échelonnées sur tout le quinquennat. Donc là, on a un panel de mesures dès la loi de finances 2018 à destination d'une petite catégorie,
Et puis, on a tout un volant d'autres mesures qui sont étalées dans le temps. Par contre, on a des mesures de réduction du pouvoir d'achat, la baisse des APL, voilà, pour ne citer que ça, la taxation des plans d'épargne logement, qui sont à l'immédiate et qui vont taxer effectivement les classes moyennes et les plus petites. Il va falloir aussi trouver 10 milliards qui correspondent à 10 milliards remboursés aux entreprises après la mise en place en 2012, je crois, d'une taxe de 3% sur les dividendes accordés aux entreprises pour compenser le déficit de recettes fiscales et inciter ces entreprises à investir. Alors ces 10 milliards, il faut les trouver. Est-ce que, ça c'est l'héritage de François Hollande, c'est un peu le vôtre, est-ce que vous vous sentez aussi comptable de cette dette, Pascal Gaud? C'est une erreur? Oh, il y a eu des maladresses de fait, on ne va pas non plus le nier. Donc oui, il y a certainement cette ligne qui n'a pas du tout été... Enfin, on retrouve d'ailleurs un petit peu dans le tempo de Macron aujourd'hui, dans ses premières mesures, ce que, en tout cas, moi, je n'avais pas beaucoup apprécié au début du quinquennat de François Hollande. C'est-à-dire qu'on donne quand même plus de gestes vers le libéralisme et on ne fait pas attention à trouver un équilibre vers des mesures sociales par rapport à des Français qui n'iront effectivement pas mettre leur argent, faire rester leur argent en France et que cet attrait du pays n'est pas aussi forte qu'on veut bien le croire. Donc effectivement, oui, il y a du rattrapage d'erreurs. Mais est-ce que c'est pas pour alimenter d'autres erreurs? Là aussi, à voir. Les chiffres du chômage sont tombés, sont plutôt positifs pour le mois de septembre. C'est une baisse historique de moins 1,8%. Vous dites bravo Macron ou merci François Hollande? Merci François Hollande, merci quand même. Merci François Hollande. Non, je crois que l'histoire mériterait de réhabiliter le bilan de François Hollande, si ce n'est... effectivement son style qui était assez confus et qui porte une assez grande responsabilité sur ce qui lui est arrivé. Mais il a eu quand même le courage, contre son camp, une grande partie de son camp, face à une majorité extrêmement divisée, qui a été d'ailleurs la première opposition à lui-même, de maintenir des caps et d'ouvrir toutes les grandes réformes. Quand on regarde ce que fait Emmanuel Macron, sauf sur le sujet de l'ISF et peut-être de la CSG, globalement, il enfonce le clou. Et il approfondit les réformes, c'est-à-dire qu'il va un peu plus loin que ce que l'on avait fait, parce qu'on était retenu aussi à l'intérieur de notre majorité. Et je pense qu'effectivement, c'est le travail de ces 5 ans, un mandat terrifiant, un mandat ballotté de façon permanente par des crises extérieures et par des contestations intérieures à l'intérieur de la majorité, un mandat épouvantable qui finalement commence à produire des résultats. Et je ne sais pas ce qui a pris François Hollande d'ailleurs, de lier sa mandature et sa candidature à l'inversion de la courbe du chômage à une date précise, c'était décembre 2013. Lui qui est aussi lucide et qui est aussi politique n'aurait pas dû faire cette erreur, mais aujourd'hui, il est un peu schröderisé, quoi. C'est comme Schröder, on pourra dire, il a engagé les réformes de la France du XXIe siècle et il en est mort. Donc l'histoire politiquement. D'accord. Mais l'histoire lui rendra grâce. C'est ce que vous pensez aussi Moi, je pense que l'histoire, ou en tout cas les Français, réhabiliteront ce travail et ce courage. Parce que je crois qu'il fallait du courage pour faire ça, dans un contexte que l'on a rappelé à la fois international, avec des événements extérieurs qu'il a fallu gérer, mais aussi des contestations intérieures. Je crois vraiment que l'histoire lui rendra justice, en tout cas les Français, je l'espère, avant peu de temps. Mais vous l'avez rappelé, c'est une baisse historique du chômage. Je pense que le président Hollande croit à la théorie des cycles. En tout cas, c'est ainsi qu'il fonctionne. Alors le cycle a sans doute été plus long que ce qu'il imaginait. Mais le président Macron lui-même, dans son interview télévisée de l'autre soir, l'a dit. À une réponse à une question des journalistes, il a dit « Mes mesures, on ne verra les effets que dans 2 ans ». Ça prouve bien que ce qui se passe aujourd'hui, c'est le continuum. Et c'est assez logique, au fond, du travail qui a été engagé. Et d'ailleurs, à laquelle le président Macron, aujourd'hui, a participé à l'époque, puisqu'il était membre du gouvernement. Si vous permettez, on a eu à peu près le même cas avec Lionel Jospin. Oui. On s'est aperçu d'un certain nombre de mesures après coup. Et je pense que ce sera à peu près la même donne. Et c'est en général la gauche qui détruit ces hommes d'État. Effectivement. Ce que je regrette beaucoup et que je déplore. Bon. On va dire un mot sur la politique sécuritaire d'Emmanuel Macron, puisqu'il l'a présentée devant les préfets et tous ceux qui œuvrent pour la sécurité en France. Alors, on peut retenir qu'il veut mettre en place une politique de sécurité, une police au quotidien
pour toutes ces incivilités qui dérangent la vie des Français. Et puis sur le plan d'immigration, il demande une conversion culturelle, c'est-à-dire que là, il demande aux Français de bien comprendre qu'il va falloir une politique plus dure. Vous le suivez sur cette ligne-là? Marie Récal. Sur les questions de sécurité, c'est un sujet sur lequel je crois qu'il faut beaucoup d'humilité. Et il faut regarder les choses avec beaucoup de recul et vraiment d'humilité. Les annonces qui ont été faites par le président Macron me semblent aller dans le bon sens. Il faudra voir, là encore une fois, si derrière, et c'est au moment des lois de finances qu'on voit si les moyens sont mis en place. Parce que les annonces, nous autres anciens parlementaires, on sait très bien que c'est dans le détail du projet de loi de finances qu'on voit si, sur les années, les moyens sont mis. Et Dieu sait qu'on a renforcé les moyens, et notamment du renseignement. Je crois qu'on va dans le bon sens, c'est la poursuite, avec des questions sur ce qu'on appelait autrefois la police de proximité. Bon, tout ça va... la réhabilitation du renseignement de proximité, c'est très important pour la lutte contre le terrorisme. Sur la question de l'immigration, c'est un sujet sur lequel je pense la France n'a pas été et n'est toujours pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'elle a un regard un peu trop dogmatique là, sur cette question-là aussi? Parfois dogmatique, parfois condescendant et parfois donneur de leçons. On va sortir de l'état d'urgence au 1er novembre, Gilles Savary, c'est naturel, c'est une bonne date? Je pense qu'il était normal d'être sous état d'urgence et un peu comme les trains qui arrivent à l'heure, on ne mesure pas la chance d'avoir évité un certain nombre d'attentats, même si malheureusement on mesure le malheur que d'autres soient survenus. Donc je pense que c'était nécessaire. En réalité, dans cette affaire de sortie de l'état d'urgence, il y a un peu d'hypocrisie, puisqu'on a mis dans le droit positif des mesures qui étaient des mesures exceptionnelles d'état d'urgence. Donc on peut pouvoir chroniquement être dans l'état d'urgence sans l'appeler comme tel. Et d'ailleurs, les parlementaires de notre groupe ont été très vigilants parce que dans le texte, dans le droit positif, il y avait des choses du point de vue des libertés qui étaient à regarder, notamment le contrôle parlementaire. Et je crois que le texte aujourd'hui est assez équilibré de ce point de vue-là. Alors, j'ai la chance d'avoir deux femmes sur ce plateau. Il y a un phénomène qui a enflammé les réseaux sociaux après l'affaire Harvey. Vous rigolez, Weinstein, Pascal Gau, mais c'est un phénomène qui imprègne la société. Je voyais venir votre question, c'est surtout ça. Oui, parce que vous êtes là et que vous faites de la politique et qu'on peut se poser la question, si vous-même, vous n'avez pas été sujette à ce genre d'agissement, je vous pose cette question, Pascal, est-ce que ça vous est arrivé? Alors, j'ai entendu certaines remarques que j'aurais pu juger un peu déplacées. Je crois que, moi je le dis régulièrement, c'est comme... dans la vie courante, quoi. Il y a des comportements qu'il faut condamner. Et puis, par rapport à l'Assemblée nationale, contrairement aux députés femmes qui ont pu avoir des comportements, des propos déplacés, on est quand même dans un statut où on peut donner l'échange à l'homme qui vous adresse ses propos. C'est pas du tout le cas lorsqu'on est dans une situation d'employés, que sont par exemple les assistantes parlementaires, où il y a un rôle hiérarchique qui quand même complique un petit peu les choses. Bon, voilà, donc il n'y a pas un microclimat sur l'Assemblée nationale par rapport aux comportements déplacés que peuvent avoir des hommes et des femmes. Sur le hashtag Dénonce ton port, Marie Récal, qui permet aux femmes de libérer un peu la parole, et au fond où on voit en même temps que ça aussi permet aux femmes, en tous les cas, de jeter des noms en pâture. Quel regard vous portez sur ces réseaux sociaux qui aujourd'hui permettent à la fois de libérer la parole, mais en même temps de dénoncer? Libérer la parole, c'est très important. Moi, je pense que, y compris à l'Assemblée nationale, on vit encore dans un monde très masculin où c'est... Voilà, c'était comme ça et on vous dit, bon, fais pas ta mijaurée, voilà. Et Pascal et moi, quand nous étions parlementaires, c'est vrai que nous avions un statut qui nous permettait de dire, hop, stop, oh là, non, ça c'est pas admissible. Mais beaucoup de femmes, et elle a cité les assistantes parlementaires, mais il y a beaucoup d'autres femmes qui n'ont pas cette possibilité. Le fait de libérer la parole me paraît important. Après, attention, les réseaux sociaux, on livre en pâture... Parfois des noms. Il y a des noms qui ont été livrés en pâture, ça vous choque? Oui, moi je pense que la justice doit faire son travail. La vertu, néanmoins, de ce hashtag, c'est de permettre de libérer la parole et en tout cas de dire ça suffit. Attention, il y a une justice, elle est là pour ça, il faut saisir les tribunaux.
C'est pas toujours simple, je reconnais, mais il faut que ce soit une mobilisation collective. Allez, j'essaierai un mot sur cette question. Oui, donc ce que je pense, c'est que c'est un sujet qu'on a sans doute trop longtemps refoulé et maltraité au plan judiciaire dans ce pays, y compris au plan administratif, c'est-à-dire le recueil de plaintes et la poursuite des plaintes. Mais il ne faut pas qu'on sombre dans une autre extrémité, qui serait celle de la défiance, du fait que, comme aux États-Unis, on ne peut plus être en présence d'une femme sans qu'il y ait un tiers, parce qu'on a peur du procès, et puis où l'on installerait une société de délation généralisée, dans laquelle il y aurait effectivement des gens qui seraient des lanceurs d'alerte légitimes et honnêtes, et d'autres qui voudraient régler des comptes, en salissant de façon irrémédiable des noms, des honneurs personnels, et de façon souvent fallacieuse. Donc il faut faire très attention, nous sommes là sur une ligne de crête. Je ne suis pas à l'aise dans une société de délation. La France l'a été en d'autres temps. Et il faut faire attention à ce genre de choses. Et d'un autre côté, il faut qu'on protège les femmes, en particulier les femmes les plus vulnérables. Parce qu'on sait que souvent, c'est dans des milieux très particuliers, qui ne sont pas que des milieux sociaux d'ailleurs inférieurs. Exactement. Mais il faut qu'on soit quand même... qu'on se dote d'un arsenal judiciaire qui soit aujourd'hui efficace et qui se mobilise. Bien, il nous reste 5 minutes. Je voudrais qu'on aborde un peu l'avenir du Parti socialiste, qui est aujourd'hui un peu sans voix, sans électeurs, avec un siège qui est à vendre, avec des salariés qui vont être licenciés. Donc c'était un peu la bérésina chez vous. Est-ce que c'est un parti qui peut renaître de ses cendres, Pascale Got ? D'abord, c'est un parti qui a beaucoup de têtes pour l'instant, qui a trop de têtes, et qui n'a pas une bonne tête. Et il n'y a pas surtout le leader. Avec qui ? Donc ça, c'est sûr qu'il y a une grosse difficulté à ce niveau-là. Je crois qu'il y a une différence d'appréciation encore au niveau des militants sympathisants. Ça peut aussi dépendre aussi de la nature des territoires. Je crois qu'il y a encore besoin chez les militants d'avoir des signes de valeur sociale, socialiste, et ils attendent une incarnation plus concrète de ces valeurs-là. Ils attendent aussi un leadership qui fait cruellement défaut. Ils attendent aussi peut-être une décentralisation des décisions, qu'on leur redonne la parole, qui a quand même été pas mal confisquée, si ce n'est quelques yo-yo donnés à l'approche des élections, mais globalement, ils ont ce sentiment de ne pas avoir servi à grand-chose et que ça a toujours été un petit peu entre Solferino et certaines instances de grands élus où se décider. Mais ils sont déjà partis, vos électeurs. Il y en a qui sont chez Mélenchon, d'autres sont partis chez Macron. Non, ils ne sont pas tous partis. Je pense qu'ils se sont mis... En revanche, à côté du parti traditionnel socialiste, mais ils ne sont pas partis vis-à-vis des personnes qui peuvent incarner, des élus que nous pouvons représenter sur les territoires où nous donnons à voir nos valeurs socialistes dans nos différents mandats ou dans nos différentes actions. Alors, donc je crois qu'on est dans une parenthèse très difficile, mais une parenthèse, si on était un petit peu intelligent, nous pourrions sortir. Mais est-ce que Gilles Savary, tout le monde est d'accord sur la ligne que le Parti socialiste doit adopter ? Et le Parti socialiste, c'est son drame, il est sans chef et sans ligne. Et la vraie question, c'est de savoir s'il va sortir avec un chef et une ligne. Jusqu'à présent, allez, on peut dire que depuis Mitterrand, on était à peu près sûr de l'alternance. Et donc on a pris la mauvaise habitude de faire de fausses alliances et d'afficher une fausse unité entre faux amis. Ça fonctionnait très bien, ça s'est craché sur le mur du pouvoir. Parce que ce qui fonctionnait à Solferino pour faire des voix comme machine électorale ne fonctionne pas dans la vérité d'un gouvernement face aux Français et face au monde tel qu'il est. Donc si on continue comme ça, et je pressens qu'on va continuer comme ça, les uns disent il faut me garder aux choses qui restent de l'appareil pour Benoît Hamon, qui attend que Mélenchon disparaisse. Les autres peut-être vont dire il faut garder aux choses ce qui reste de l'appareil pour peut-être que Hollande reparte. Si c'est ça, eh ben c'est mort. Cela dit, un grand parti meurt lentement, mais ça meurt. Regardez les radicaux. Les radicaux, ils ont installé la République, un immense parti, 70 ans de règne. Ça meurt lentement parce qu'il y a des élus locaux, et donc on peut garder des positions locales qui font un peu contre-pouvoir très longtemps. Je préférerais que le Parti socialiste renaisse aussi au plan national, mais ça n'est pas gagné. Marie Reckel, sur cette question du Parti socialiste, vous êtes toujours socialiste, vous le restez, vous le demeurez, avec quel espoir enfin ? Je l'ai même assumé haut et fort pendant la campagne électorale, ça m'a coûté cher, mais je reste socialiste. Mais avec quel espoir ? Je crois, d'abord,
Je pense que la question d'incarnation, elle est fondamentale. Mais alors qui vous avez des noms? Aujourd'hui, prématurée. Ça fait des années et des années que dans ce parti, on ne travaille plus au fond. L'exercice du pouvoir, la conquête du pouvoir, mais plus de travail de fond. Et puis, comme ça vient d'être dit, on s'est heurté à l'exercice du pouvoir. Et ça, à ce moment-là, on a un peu mis de côté à la fois les idées de fond, le travail et les militants. Et moi, je suis extrêmement attachée aux militants qui sont là, nos adhérents sont là, ils attendent de nous que nos idées que nous portons, les idées socialistes, elles ne sont pas mortes. Le parti devra muter, évoluer, c'est certain, s'adapter aussi. Et il faut bien reconnaître que Emmanuel Macron, avec En Marche, nous a donné une sacrée claque. Enfin, tous les partis traditionnels d'ailleurs. Il nous a ringardisé d'un coup. Et ça faisait un moment que ça montait et qu'on ne voulait pas le voir. Parce qu'à chaque fois... la cacophonie. Parce que finalement, il a bien compris aussi qu'on ne peut pas faire exercer le pouvoir sans parti. Et aujourd'hui, on a un parti qui est quand même particulièrement beaucoup moins, j'allais dire, même participatif que nous l'avons été avec... démocratique. Voilà. Hein, donc, dont le chef se fait nommer à l'Élysée. Oui. Dont le chef se fait nommer à l'Élysée, où il y a 75 000 adhérents qui votent sur 250 000. Donc c'est même plus que les erreurs des autres partis traditionnels. Il nous reste 20 secondes. En un mot, est-ce que le titre de l'émission, c'est Macron, la transition durable, politique durable. Est-ce que c'est une transition que vous voyez durable, Gilles Savary, en un mot? Macron, c'est une rupture. Et une rupture n'est jamais durable, c'est-à-dire que les choses se rééquilibrent. Macron n'est pas une transition politique, ça a été une révolution politique. Merci à tous les trois, merci d'avoir participé à cette émission. Restez avec nous, dans un instant vous avez rendez-vous avec le journal de la mi-journée. Bon après-midi sur France 3 et encore merci pour votre fidélité.